Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Geneviève Pigeon. Je suis la présidente directrice générale des éditions L'Instant même. Je suis très ravie de pouvoir vous présenter les titres de la saison de l'automne 2020, saison très particulière pour tout le monde. Cet automne, on vous convie dans un ensemble de textes qui vont explorer l'âme humaine avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Vous remarquerez sans doute que cet automne, on ne présentera pas de titre dans la collection L'Instant scène, la collection de théâtre, de concert avec Mathieu Leroux, le directeur de la collection. On a convenu de laisser le temps au monde théâtral de reprendre un rythme. On vous présente donc 4 titres. Un recueil de nouvelles d'Alain Rimbaud, un roman autofiction de Marielle Giguère. On vous présente un essai sur l'œuvre de Jean Leloup, un essai très très riche, très documenté et très admiratif de l'œuvre de Jean Leloup. Et on vous présente finalement le deuxième tome, si on veut en quelque sorte, donc le deuxième livre d'une trilogie sur la mythologie grecque que nous livre Alexandre Leboeuf. D'ici à ce que vous ayez les livres entre les mains, j'espère que vous aurez autant de plaisir que nous à découvrir les auteurs de la saison qui vous ont chacun préparé une petite capsule d'une minute ou deux qui vous en dira sans doute beaucoup plus et beaucoup mieux que moi sur ce qui s'en vient. À très bientôt. Bonjour. C.J. Margot, c'est une autofiction qui parle de deuil périnatal. C'est un roman qui est basé sur deux pertes que j'ai subies en 2018 et entre autres une qui a été causée par une erreur médicale. Donc, quand j'ai vécu cette chose-là, je me suis dit, bon, j'ai envie d'y réfléchir, j'ai envie d'écrire sur le deuil périnatal parce que en cherchant dans le domaine de la fiction, je trouvais très peu de récits sur ça. Et je suis partie, puis ça m'a mené un peu aussi sur le chemin de mes grands-mères. J'avais envie de me questionner sur l'enfantement, sur la maternité de façon plus générale, de façon plus vaste. Et puis ma grand-mère maternelle, elle avait elle-même perdu une petite fille qui avait 8 mois. C'était sa première fille. J'ai fouillé dans mon histoire familiale, j'ai exploré ça à travers des chapitres qui sont relativement courts, qui ont une écriture assez dépouillée. Et j'ai joint aussi une trame narrative qui, elle, est plus fictionnelle, qui vient ajouter une dimension un peu ludique, parce que j'avais envie d'explorer le destin de la médecin, la gynécologue qui pose l'erreur médicale et puis qui cause la mort du fœtus. Je vous laisse découvrir comment. Donc j'avais envie de voir qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle traverse, et puis moi-même j'ai été surprise de ce qui a surgi dans l'écriture, des émotions auxquelles je m'attendais pas, et donc, c'est devenu cette espèce de roman métissé, d'expériences, de femmes qui conduisent à quelque chose d'assez lumineux, même si les thèmes sont durs. Une réflexion sur le deuil, sur la vieillesse, sur la mort, sur notre rapport à ces choses qui sont un peu tabous, qui sont cachées dans notre société. Et voilà. Merci. Alors, j'ai écrit un recueil de nouvelles noires. Ce sont des contes cruels en fait, puisque les nouvelles se terminent toujours mal, vraiment. Et ce qui m'a intéressé, c'est de créer une œuvre d'art. C'est un défi esthétique d'arriver en prenant des personnages ordinaires et en leur faisant commettre des choses qui ne sont vraiment pas ordinaires, qui sont exceptionnelles, qui sont dramatiques et qui sont moralement indéfendables. J'ai trouvé que c'était intéressant d'écrire dans ce genre-là parce que je dis ce qu'on ne dit pas. Normalement, on ne va pas si loin dans la vie. La vie n'est pas comme dans la littérature. Et là, on est en face de personnages qui sont un petit peu effrayants, oui, dans leur manière de procéder et intrigants. On ne sait pas exactement comment ils sont arrivés à à commettre de tels actes. Mais ils le font. Et
certains éprouvent même de la satisfaction. C'est quand même un monde effrayant. C'est un peu comme les contes de notre enfance, quand on lisait des contes où les loups dévoraient des enfants, les grands-mères, les sorcières les faisaient cuire, les ogres mangeaient tout le monde. Alors ça faisait un peu peur. C'est un petit peu dans cet esprit pour adultes. On est un peu fasciné par ce genre-là. Et j'ai beaucoup aimé relever le défi en très peu de pages, d'arriver à un texte percutant, coup de poing, où vraiment le lecteur est déstabilisé. J'ai voulu écrire comme un tremblement de terre en quelque sorte. Et il y a une progression dans le recueil. Plus ça va, plus c'est sombre et moins on sourit. Au départ, il y a de l'humour, il y a toujours une pointe d'humour pour alléger. Et vers la fin, on ne rigole plus. On est dans le sérieux et ça nous met un peu face à notre propre mort. On est effrayé, on a peur, on ne comprend pas. Alors voilà, le texte s'appelle Sans gravité et en fait c'est vraiment très grave. Voilà, bon merci. Salut, je m'appelle Nadia Murray, je suis enseignante au collégial en littérature québécoise et je suis aussi une très grande passionnée de chansons québécoises. J'ai grandi avec Robert Charlebois, Beau Dommage, Harmonium et autres, et je suis de la génération de Dédé Fortin, Daniel Bélanger et Jean Leloup. C'est d'ailleurs sur ce sujet-là, Jean Leloup, que porte mon essai, Le principe de l'amygale. En gros, ce que j'essaie de faire dans cet essai-là, c'est d'étudier l'œuvre de Leloup partant de son premier album Menteur jusqu'au tout dernier, qui date de l'année passée, L'Étrange Pays. Je dois vous avouer que c'est une œuvre, celle de Jean Leloup, que j'ai toujours appréciée, mais je trouvais parfois, à premier abord, que c'était peut-être une œuvre un peu facile, un peu légère, et je me suis aperçue en creusant cette œuvre-là qu'au contraire, c'était une œuvre extrêmement riche, extrêmement songée. Donc, je pense que tout comme moi, lorsque vous allez parcourir cet essai-là, vous allez découvrir le génie de Leloup. En fait, je trouve tellement qu'il est exceptionnel maintenant que si on dit que Félix Leclerc était le représentant, le phare des années 50-60 en chanson québécoise, que Robert Charlebois était la figure dominante des années 70, moi, j'en suis venue à penser que Jean Leloup, c'est probablement la figure la plus intéressante des 30 dernières années au Québec au niveau de la chanson. Voilà! Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous annonce aujourd'hui la parution pour l'automne prochain du deuxième livre de mon projet, Antimanuel de mythologie grecque. Encore une fois, dans un court recueil de textes, je m'amuse à faire revivre certains des mythes les plus captivants des anciens Grecs. Pour ce deuxième livre que j'ai sous-titré « Questionner », c'est une quarantaine d'histoires originales que je propose à mon lecteur. Toutefois, loin du voyage tout simplement ludique, c'est un véritable plongeon philosophique que je le convie. Parce que les Grecs anciens offrent par leurs mythes de véritables leçons de vie, parce que leurs dieux et leurs héros, pleins d'imperfections et de fragilité, participent finalement aux mêmes errances que tous les autres humains, parce que les quêtes de bonheur, de liberté et d'identité des anciens nous définissent encore aujourd'hui, je crois fermement qu'un retour aux sources nous fera tous le plus grand bien. Ainsi, pour ce deuxième voyage philosophique, j'invite mon lecteur à se questionner, à prendre plaisir à se remettre en question, à accepter de sortir de sa zone de confort et à découvrir ainsi qu'en se déplaçant de notre routine, qu'en abandonnant notre quotidien, c'est un horizon de possibilités qu'on s'ouvre. Bref, à défaut de pouvoir vous amener avec moi sur le territoire montagneux et sur les mers grecques, c'est à la lecture de mon deuxième livre de mythologie que je vous invite chaleureusement. Bonjour, Christiane Delahaye de chez L'Évêque Éditeur pour la postérité. On m'a demandé de vous parler de 3 titres, en fait les 3 premiers qui paraissent cet automne chez L'Évêque. Le 9 septembre sort en librairie Zone 51.
qui m'embarrasse un peu parce que je l'ai écrit moi-même. Je n'aime pas tellement parler de ce que je fais quand je suis censée vanter les travaux des autres, mais bon, ça fait partie de la programmation. Zone 51, ça m'a été inspiré par la croyance que certaines personnes ont dans une série de phénomènes paranormaux. Et je me suis amusée en fait un peu à explorer ces diverses croyances. C'est l'histoire de 4 jeunes qui partent en voiture vers le Nevada, vers la zone 51, pour voir s'il est vrai qu'il y a là-bas des extraterrestres. Les hommes en noir, ça c'était la meilleure. Antoine tenait mordicus à me convaincre et il prétendait qu'il s'agissait d'extraterrestres espions chargés de faire taire ceux qui avaient envie de mettre au jour leur présence parmi nous. J'ai eu beau rétorquer que ces fameux inconnus, en complet et cravate, étaient apparus au début de la guerre froide, il n'a rien voulu entendre. Il avait raconté qu'en 1947, un certain Harold Dahl avait cru voir un ovni au large de Maury Island, s'en était vanté et avait aussitôt reçu une visite. Impossible de lui faire comprendre que Dahl avait probablement aperçu un prototype d'avion militaire et que les autorités américaines ne voulaient pas que ça s'ébruite. Mon hypothèse n'avait rien pour plaire à Antoine. Il avait consulté des ouvrages sur la réalité avérée des hommes en noir. Pour lui, They knew too much about flying saucers devait être pris au sérieux. Avec un titre comme ça, on ne pouvait qu'y croire. Un deuxième titre très différent, que je qualifierais de pas mal plus sérieux, et qui lui va paraître le 29 septembre, Fille des arbres d'Annick Martin. C'est un carnet d'écrivain dans la collection Carnet dirigée par Robert Lalonde. Ce carnet, en fait, parle bien sûr d'écriture, mais aussi de la difficulté d'être au monde quand on est autiste. Et c'est amené en touche très fine, c'est amené de façon très éloquente, très poétique. Alors, pour vous donner une meilleure idée, je vous en lis également un petit extrait. Assis par terre au milieu d'un amoncellement de lisières de papier, l'enfant découpe, plie et raccorde minutieusement des feuilles avec du papier collant. Devant lui, une série de bouches éphémères ressemblant à des becs de canard sont disposées par ordre de grandeur. La plus petite fait environ 1 cm² et s'articule entre pouce et l'index. La plus volumineuse, confectionnée à partir d'un assemblage de feuilles de papier journal, tient mollement au bout de la rangée. Elle est assez grande pour que l'enfant y entre et s'y cache. Paper language. En des circonstances familières et pour des raisons usuelles, l'enfant parle avec aisance. Or, les apparences peuvent être trompeuses. La réalité est qu'il ne sait pas traduire et communiquer son monde intérieur avec des mots. Pour toute personne qui crée, vient un moment où expérience, compétence, expertise, réalisation et projet ne suffisent plus. Ce qu'il faut, c'est un solide réseau social. Or, si l'écrivain avait choisi d'écrire, c'est justement parce qu'il était un être quelque peu solitaire, limite sauvage, et que malgré son envie des autres à certains moments ciblés ou encore son besoin de contact spécifique, les qualités de base nécessaires au développement d'un solide réseau social semblaient lui faire défaut. Face à la difficulté que représentait la mise en place d'un environnement relationnel souple, diversifié, fécond et paradoxalement respectueux de son intense besoin de solitude, son regard se tournait instinctivement vers la nature. Avant de se mettre à écrire, il jetait un œil par la fenêtre et observait attentivement le boisé, en pensant « Les arbres dénudés sont magnifiques, et plus encore lorsque leur écorce est mouillée par la pluie. » Le troisième titre, un de mes coups de cœur de l'automne, de Jean-François Aubé, La mort d'un commis de dépanneur.
Ça arrive parfois qu'on reçoive un manuscrit et que dès les premières lignes, on se dise « Ah oui ». Ça a été le cas avec ce roman de Jean-François Aubé. Pour vous donner une idée du ton, je vais bien sûr vous en lire un petit extrait. C'est l'histoire d'un personnage qui ressemble un peu à Hervé Jaudoin dans Le libraire de Gérard Bessette, qui fuit son passé, plus ou moins obscur, et qui, un peu par désœuvrement, trouve un emploi comme commis de dépanneur chez Monsieur et Madame Song. En fait, ce dépanneur, c'est une espèce de capharnaüm, justement, comme celui qu'Hervé Jaudoin avait à gérer, si je puis dire. Et ce personnage rencontre tous les jours, bien sûr, des clients, une faune très colorée. Il est lui-même très coloré. Il émaille ses journées un peu ternes par des aventures d'un soir, parfois de quelques soirs, et il réfléchit à toutes sortes de choses, le sens de la vie, les raisons pour lesquelles on achète, les raisons pour lesquelles on vend. Bref, vous allez voir tout de suite. Qu'est-ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur? La question se pose dans toutes les circonstances. Chez Accommodation Song et Song, il n'y a pas de mur pour faire la part des choses, ou si peu. On ne les voit pas. Dans un dépanneur, la frontière entre le dehors et le dedans est assumée par les réfrigérateurs. Oui, la chaleur et le bruit que dégage leur moteur étouffent. Or, ils confèrent de l'épaisseur à l'édifice. On imagine difficilement un ouragan venir à bout de parois ainsi doublées. Au typhon qui se présente pour soulever le bâtiment et le pulvériser dans son œil, le dépanneur répond « Très bien. Mais sache que je viens avec mes 21 réfrigérateurs et leur charge de bière, de compresseurs et d'acier. » C'est un pensez-y bien. Le mur jouxtant le comptoir, celui qui se situe à ma gauche, n'est donc pas un mur, mais une baie vitrée jalonnée de poignées. De l'autre côté de cette large verrière, des dizaines et des dizaines de canettes d'aluminium répandent leurs éclats d'argent. Annonçant la valeur marchande de cette pluralité étourdissante d'alcool, des chiffres sont disséminés partout, blanc sur noir ou noir sur blanc, carton suspendu, au treillis métallique ou papier collé sur la glace. Cette devanture vitrée doit beaucoup de son chatoiement au reflet. D'ailleurs, se tenir debout, face à elle, vous renvoie votre propre image. Ainsi, vous pouvez décider, c'est une simple question de mise au point, entre la multiplicité des bières offertes ou la vue de votre visage incertain. En général, vous vous arrêtez d'abord à la réflexion de vous-même afin de revisiter pendant une seconde toutes les déceptions qui se laissent remâcher sans peine. Insatisfaction liée à votre apparence ou à votre vie, ou les deux. Après cette station, le reste du voyage se fait tout seul, votre vision pénètre la transparence de la surface et rejoint ce qui vous attendait. En spécial, 2 canettes de Bud pour 4,99 $. La section centrale de cette grande fenêtre ouvre d'autres possibilités pour qui souhaite s'abîmer dans l'univers de la boisson maltée. Ici, on remarque d'abord le vide. Aucun étalage ne trouble les reflets, si ce n'était du carton annonçant un rabais de 12 cannes de Milwaukee qui vous coupe à la taille. Ce carreau vous renverrait votre silhouette des pieds à la tête avec une netteté effarante. Pour désamorcer cet impitoyable miroir, vous tirez sur la poignée. Alors vous découvrez une profondeur et une noirceur invitantes. Quelques pas en avant, et vous voilà tout entier engouffré dans la fraîcheur. Vous pénétrez ainsi dans la réserve de toutes les réserves, la chambre froide. D'autres titres suivront, bien sûr. Ça, ce sont les premiers. Celui de Jean-François Aubé, dont je viens de vous parler, doit paraître le 13 octobre. Alors, je vous invite à suivre nos productions, à en parler et à me contacter si vous avez des questions. Et maintenant, vous allez oublier tout ce que je viens de vous dire.
clinique. Concentré yeux, hydro-réimprégnant, 96. Chérie, où est-ce que tu as mis mon paralyseur de synapse? Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Charlotte Francaire, je suis la fondatrice des éditions Omri, dont vous entendez peut-être parler pour la première fois. Si c'est le cas, c'est normal, on est une jeune entreprise en pleine expansion. On vient tout juste de signer notre première entente de distribution et diffusion avec 10 médias. Je suis donc très heureuse d'être ici virtuellement avec vous dans ce premier de 2 vidéos pour vous présenter la maison, sa mission, ainsi que les 4 parutions qui étaient prévues au printemps 2020, mais qui ont dû être repoussées là, à cause des raisons qu'on connaît. Rapidement, Édition Omri, c'est une maison d'édition qui a été fondée en 2016 à Montréal et qui a pour but d'explorer l'hybridité des genres poétiques et les relations que la poésie peut entretenir avec les arts visuels. Nos livres cherchent donc à démocratiser le livre d'artiste, à le rendre accessible au plus grand nombre. Tous nos livres ont une grande portion graphique, je dirais même souvent de l'ordre du 50% texte, 50% images. Et les autrices et les auteurs et les artistes qu'on représente font toutes et tous partie de ces relèves-là littéraires et artistiques du Québec. On cherche à faire sortir les textes et les œuvres des créneaux habituels du livre et des expositions et bien sûr à créer des liens, des ponts entre les différentes disciplines là, qui nous interpellent. Donc la poésie et l'art contemporain surtout. Comme je disais, ce printemps, on a publié 4 livres qui existent physiquement, mais qui n'ont pas encore eu leur place en librairie. Le premier, c'est Ramage, de l'autrice Laurence Langlois, qui est originaire de l'île Perrot, mais qui habite à Montréal. Et c'est un livre qui est illustré par l'artiste de Québec, Laurence Belzile. Le recueil est écrit en prose poétique, ainsi qu'en vers. Il y a 2 histoires parallèles. En prose poétique, l'autrice explore la relation avec sa mère et en vers, une relation avec un amant qui est assez floue. Ce qui est vraiment intéressant dans le recueil, c'est qu'à la fin, les 2 histoires se rejoignent sans qu'on se rende trop compte. C'est très bien. Alors voilà, c'est le genre d'œuvre qu'on peut trouver à l'intérieur. Parfois, c'est une page, une image. Parfois, les 2 sont ensemble. Attendez, je vais chercher un exemple. Donc voilà, je vais laisser la parole à l'autrice Laurence Langlois qui va vous lire quelques extraits. Bonne écoute. Les murs ont des mains. J'emprunte mes tempes sur leur plâtre froid. J'emprunte mon front sur la peinture et la poussière. J'emprunte tout de mon corps, tout de mon sexe, tout de ce qu'il nous reste. Les appartements s'entassent les uns sur les autres. Et je me demande combien d'oiseaux peuvent chanter en même temps, combien peuvent survivre en même temps. J'achèterai un pinson, je le placerai au-dessus de la radia dans la cuisine. Le second titre que je vous présente aujourd'hui, c'est Maison. Maison, c'est le résultat d'une micro-résidence d'écriture qui s'est tenue à l'automne 2019 dans la région de Lanaudière et plus précisément dans le lieu de vie de l'autrice Louise Warren, que vous connaissez probablement, là, qui est engagée dans l'écriture depuis plus de 35 ans. Il a été écrit par Héloïse Lamarre et moi-même, et illustré par l'artiste montréalaise Raphaël Ainsley-Vincent. Le recueil est imprimé en une couleur en risographie. On a donc ce genre d'œuvre à l'intérieur. Bon. Voilà. Et les postfacés d'un essai de Louise aussi, sur l'expérience qu'on a vécue les 4 ensemble. Dans ce projet-là, on a exploré les différents lieux qui ont inspiré la création de Louise, donc son sous-bois, sa maison, le bord de l'eau. Et on voulait voir ce que ces lieux ont apporté à sa création, mais aussi on voulait explorer les façons dont ces lieux-là, qui l'ont tellement nourri, pouvaient inspirer notre propre travail d'écriture. On voulait également voir les possibilités là, d'une création à 8 mains, en fait, par des femmes de différentes générations. Le tout est basé sur l'esthétique du peu, qu'on connaît bien dans le travail de Louise Warren. Le recueil est assez court, les poèmes aussi, mais vraiment chaque mot est pesé là, pour qu'il se
pour qu'il se suffise à lui-même et soit porteur de sens. Le recueil va être exposé au Musée d'art de Joliette tout le mois d'août et tout le mois de septembre dans le cadre de l'exposition Au nom de la matière, qui recense toutes les années de travail, d'écriture et de vie d'artiste de Louise Warren. Le troisième titre que je vous présente, c'est Bienvenue les profondeurs du poète et artiste multidisciplinaire Étienne Prudhomme. C'est un recueil qui est composé de 66 aquarelles et de poésie. Donc, le livre a un sous-titre. Le sous-titre, c'est Tableau d'une ville, qui évoque à juste titre là, cette traversée dans une ville, un univers urbain qui est vraiment contaminé par l'industrialisation à outrance. Le tout est vraiment aux frontières de la dystopie. À travers la série de tableaux qui sont à la fois picturaux et littéraires, le livre donne à voir et à penser avant tout un environnement, une ville qui, de par son anonymat, pourrait vraiment être toutes les villes. Le genre d'œuvre qu'on a à l'intérieur. Le livre est tout écrit manuscrit par Étienne. Les aquarelles composent vraiment l'entièreté du recueil. C'est vraiment une critique d'un système là, au sens large. Étienne Prudhomme dévoile vraiment un caractère cyclique là, de la destruction sur laquelle la ville est fondée, ainsi que toutes les relations malsaines qu'entretiennent les humains et la ville, les humains qui deviennent malades à leur tour à force de vivre dans une ville qui est malade. Et voilà, je vais laisser la parole à Étienne qui va vous lire quelques extraits du recueil et puis ce sera le tour de Simon Henry de vous présenter son recueil et de vous faire écouter et voir les extraits de son recueil L'amour des oiseaux moches. Merci, bonne écoute. Le temps des prolos. En surface, les hommes vident leurs chargeurs de pistolets, regardent s'effondrer les arcs-en-ciel. Sous des strates de détritus, des boyaux d'intérieur traversés par des moteurs qui ne dorment pas. Aveugles, les ouvriers assemblent nuit en côte de maille, reviennent à la maison, vomissent le long des yeux dans l'évier, recommencent dès l'aube. Tout est à vendre, la chair surtout. Auguste cimetière des tortures, à l'entrée de la citadelle, quadrillé de tombes de ferraille, de grillages, de carcasses corrodées, contre le ciment profane. Le démon couche dans la plaine, il laisse une odeur de marais superficiel et de vieux carburant. Bonjour, mon nom est Simon Henry et j'aimerais vous présenter mon nouveau recueil de poésie et de tableaux sonores, L'amour des oiseaux moches, publié en mai dernier aux éditions Omri. Ce recueil présente une communauté, la communauté à laquelle j'appartiens, une communauté d'oiseaux que j'appelle affectueusement mes oiseaux moches, des personnes aux identités complexes, aux identités multiples, qui ont souvent été réduites à une seule facette de leur réalité. Et dans mes textes, dans mes poèmes, dans mes partitions graphiques aussi, j'essaie de mettre en valeur la beauté de la fluidité des interactions entre ces réalités-là. Donc, je vais vous lire quelques extraits du recueil. Ces extraits-là vont être appuyés par la partition visuelle qui est reproduite dans le recueil de poésie. La partition a l'air de dessins assez abstraits, mais en fait, ce sont des indications précises pour des musiciens. Dans ce cas-ci, l'Ensemble contemporain de Montréal, qui va interpréter ma musique et qui va chanter mes textes poétiques l'an prochain. Bonne écoute. Pour que mes semblables me reconnaissent, j'ai cousu une armature à ma peau, entre lacs de billes percées, carreaux en céramique, laurier rose. Des tulles enclavées dans ma chair, raboutage franc et assumé. La main abîmée à l'origine. Les pieds dans la glaise, eau chaude, vent qui traverse tes doigts dans mes cheveux parfois. Comme tu me l'as appris, je dessine une lumière vibrante sous mon pied.
emplit mes yeux de gomme d'épinette, une reprise en résine d'exubérance joyeuse. Bonjour. Alors, mon nom est Lise Demers et puis ça me fait très plaisir de vous parler, à défaut de pouvoir vous rencontrer. Bon, je suis l'éditrice de Sémaphore et à l'automne, nous allons publier 2 titres. L'anthologie de Gileno et un roman de Daniel Pouliot intitulé « Monsieur le Président ». D'ailleurs, Daniel va venir vous parler après moi. Pour en revenir à Gileno, l'anthologie reprend le titre « Signaux pour les voyants » de la rétrospective publiée en 1972 aux éditions de l'Hexagone. Alors vous voyez que ça fait quand même tout un bail. Nous reprenons aussi tous les poèmes publiés chez Sémaphore sous le titre poème 1937-1993. Ça fait à peu près 50 ans, plus de 50 ans de poésie. Mais nos nouveaux signaux ont aussi des inédits. Une préface de Philippe Eck, alors qu'avant il avait fait une postface, et puis toute une nouvelle structure. Le 1er août, Gileno aurait eu 100 ans. Alors pour souligner cet événement, nous avons décidé de faire, pandémie oblige, un événement virtuel. Plus d'une trentaine de personnes ont accepté notre invitation de participer à cet événement-là, en faisant des capsules, en des enregistrements, soit de poèmes, de textes, de témoignages. Nous avons aussi des documents sonores inédits, des documents d'archives. Bref, tout le long du mois d'août, il va y avoir sur les réseaux sociaux et sur notre site, il va y avoir un hommage ou une mémoire. C'est peut-être ce que je devrais dire, oui. Une sorte de devoir de mémoire de ce que fut Hainaut. Alors, pour vous le rappeler, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur à découvrir. Il fut lauréat du prix Athanase David en 1993, directeur du Musée d'art contemporain, grand artisan de la Révolution tranquille, nommé en 2011. C'est un homme polyvalent, un homme qui fut traducteur, syndicaliste, critique d'art et poète surtout. Alors voilà, je vous souhaite un bel automne et au plaisir de se rencontrer. Au revoir. Bonjour, je suis Danielle Pouliot, auteure de Monsieur le Président, un roman à paraître aux éditions Sémaphore en octobre 2020. Il me fait excessivement plaisir de vous en parler aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président est un roman sur le thème de la vengeance. Léa en est le personnage principal et la narratrice. Si j'avais à la décrire, je dirais que c'est une femme hantée par un rêve de petite fille, avoir une famille. Alors, le jour où elle rentre chez CAFA, une entreprise qui désigne des machines à café expresso complètement uniques, Léa est convaincue d'avoir réalisé son rêve. Il y a d'abord le président fondateur, Émile, qui s'adresse à eux comme une grande famille, une vraie famille, une famille unie. Et puis, il y a tous les gens qui l'entourent, une tribu bigarrée, excessivement émotive, des gens passionnés qui l'ont accueilli chaleureusement dans le groupe. Alors Léa, c'est un peu la tête dans les étoiles qu'elle se promène dans les corridors de CAFA en poussant son chariot. Elle pousse le chariot parce qu'elle est préposée à l'entretien chez CAFA en se remplissant les poumons d'effluves de café fraîchement torréfié. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle fait dans la vie, plus jamais elle mentionne qu'elle est préposée à l'entretien. Elle préfère nommer CAFA et épater la galerie. Alors tout ça, c'était avant qu'Émile leur annonce qu'il était malade, qu'il allait mourir et qu'il avait vendu CAFA. Entre en scène alors le nouveau propriétaire, Monsieur le Président, comme l'appelle Léa obséquieusement, un être cupide, arrogant, prétentieux, manipulateur, qui est essentiellement motivé par des gains rapides. Rapidement,
Il revoit un peu toute la structure de l'entreprise et il en découle des licenciements massifs, un appauvrissement de la démarche créative et de fortes dissensions au sein de la famille. Alors, Léa, qui est témoin de tout ça, est très inquiète et elle décide de mettre en place des actions pour contrecarrer les plans du président et sauver les siens. Alors, des petites manœuvres très courageuses de sa part, mais carrément malhonnêtes, qui lui vaudront finalement d'être mise à pied. Léa se retrouve chez elle, complètement isolée de sa famille, et elle bascule lentement dans la dépression. Jusqu'au jour où une occasion unique de se venger de cet horrible président qui a transformé son rêve en cauchemar éveillé lui est présentée. Alors, dans un huis clos avec le président, Léa a la chance de rendre à César ce qui appartient à César. Alors, comme j'ai mentionné, Monsieur le Président est un roman sur le thème de la vengeance, mais aussi sur celui de la dignité retrouvée. Alors, je vous souhaite une bonne lecture et merci et bonne journée. Au revoir. C'est une collection dans laquelle on a voulu, Pierre Desautels et moi, transgresser, bousculer les choses, défoncer des portes, dénoncer, des fois peut-être même scandaliser. Transgresser, scandaliser, certainement, mais surtout offrir aux créateurs un espace où ils pourront explorer les zones inhabituelles, repousser le plus loin possible la censure qu'on s'inflige très souvent à soi-même, même à son insu. Maison d'édition va également dans cette direction. Pour la collection Hors Chemin, il n'y a pas de format standard, il n'y a pas de support papier standard, pas de genre littéraire privilégié. Ce qu'il y a d'unificateur, néanmoins, c'est le plaisir que les créateurs auront à sortir de l'ornière, sortir des chemins habituels. Un plaisir qu'on espère que les lecteurs ressentiront également. J'ai voulu être fidèle au logo de cette collection-là, qui est un taureau qui piaffe d'impatience, qui fonce, qui a déjà une fenêtre fracturée qui est en train de s'écrouler. Un peu comme si c'est un symbole des choses qui éventuellement vont être dénoncées. Littérature un peu plus viandeuse, qui va directement aux choses plutôt que de niaiser autour. Bon, et à cause de ça, peut-être une littérature qui pourrait être assimilée par certaines personnes à un geste un peu agressif, une littérature gratuitement provocatrice, subversive, transgressive, etc. Mais au fond, l'idée, c'est juste d'être fidèle à une certaine idée de ce que la littérature doit être. Un jeu avec ce qui est a priori non littéraire, un jeu avec le lecteur potentiel, un jeu avec notre public qui était aux soirées littéraires, un jeu avec tout ça, donc le ludique beaucoup, même s'il peut y avoir des éléments sordides, même s'il peut y avoir de la violence, même s'il peut y avoir tout ça, c'est surtout un jeu.